Plongeons dans les mystères de la biologie médicale pour l'exploration et l'interprétation de façon précise pour l'explication de 6 thèmes médicaux très utilisés, et nous allons les utiliser le plus souvent dans l'interprétation des différents types d'examens de laboratoire, comme la CRP, les facteurs hématoïdes, les ASLO, les copocultures, les hémocultures, autant d'examens il en existe. Nous allons donner des explications sur les thèmes suivants. Nous avons le premier thème qui est l'inflammation. Le second thème sera l'infection. Le troisième thème présentera la sepsie. Le quatrième thème, asepsie. Le cinquième thème, antiseptique. Et je pense qu'il y a un autre thème, mais on va d'abord aller comme ça, au fur et à mesure. Si nous manquons d'un thème, on pourra le faire, n'est-ce pas, dans les vidéos ultérieures. Allons-y dans les détails de cette explication. Si c'est la première fois que tu as vu cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné de biologie médicale. Sur cette chaîne, nous te donnons des conseils, nous te formons et nous t'orientons pour ton bien-être au quotidien. C'est quoi donc l'explication qui se cache derrière nos thèmes médicaux? Le thème infection. Quand on dit infection, ça veut simplement dire que nous avons affaire à un organisme. Le plus souvent, c'est l'être humain, vu que nous parlons de biologie médicale. La santé en général. Nous orientons dans la santé de l'être humain. Si vous avez une infection, ça sous-entend que votre corps ou alors votre organisme a été en contact avec un élément étranger. Et l'infection peut être due à plusieurs types de pathogènes, n'est-ce pas? Comme pathogène, vous pouvez être infecté par quoi? Par un virus. Ça peut être le virus de l'hépatite B, l'hépatite C, que dirais-je? Nous avons tant de gènes. Vous pouvez être infecté par une bactérie, ou un parasite. Le plus souvent, voilà ce qui se cache derrière le terme infection. Vous êtes infecté, vous avez une infection. Voilà. Maintenant, l'infection a été un peu présentée. Nous allons suivre avec l'inflammation. C'est un terme très intéressant. L'inflammation est très utilisée. On va vous dire, pour des fois incalculables à l'hôpital, vous avez une inflammation. L'inflammation, n'est-ce pas, est le plus souvent caractérisée par un profil. L'inflammation peut être physique. N'oublions pas qu'on parle dans la dimension de l'être humain. Donc, physiquement, l'inflammation peut se présenter avec les signes suivants. Nous avons le plus souvent, n'est-ce pas, de la douleur au niveau du site inflammatoire, quand c'est souvent physique, c'est-à-dire qu'on voit, si tu vois une inflammation physiquement, sur le site d'inflammation, nous avons une douleur, nous avons de la chaleur, nous avons également du gonflement, n'est-ce pas? Donc, le plus souvent, voilà quelques signes qu'on rencontre au niveau d'un site d'une inflammation. Ça peut être un bouton. Quand un bouton, par exemple, va ressortir sur votre visage, par exemple,
Nous autres nous avons une peau ébène, nous sommes noirs, ok, donc du coup, on ne peut pas facilement apprécier ces caractéristiques, n'est-ce pas, de l'inflammation physique, n'est-ce pas, sur la peau par exemple. C'est la peau qui est attaquée, ok. Donc, maintenant, l'inflammation peut également avoir une autre orientation. Le plus souvent, une inflammation peut être d'abord accidentelle. Ok? Vous avez eu un accident, vous avez eu un choc. Le site du choc commence à se métamorphoser, si on peut dire comme ça. On vous a frappé, vous avez percuté de façon violente une zone ou un site. Vous allez voir, ça va gonfler. Ok? Gonflement, rouleur, chaleur et douleur. Voilà les 4 signes de l'inflammation physique. Le gonflement, c'est dû à quoi? Le plus souvent, il y a de l'exsudation au site. La chaleur. La chaleur, c'est dû au chimiotactisme. Quand il dit chimiotactisme, ça veut dire que des mécanismes chimiques sont en train de se produire à ce niveau-là. Ça chauffe, ok? La douleur, c'est pourquoi les nerfs sont touchés. On est d'accord que toutes les parties de notre organisme sont innervées. Du coup, l'inflammation monte. Même si c'est ici que ça va commencer, ça peut être là. Bon, ça peut être sur le doigt ici. Mais quand il y a choc là, ça monte d'abord avant de... Donc, le message part. Donc, la douleur, ok? Voilà. Donc, on a ce gonflement, on a cette rougeur, ok? On a cette chaleur et cette douleur, ce sont les 4 signes. La rougeur, le plus souvent, les gens qui ont des teints clairs là, on peut apprécier la rougeur, ok? C'est signe, n'est-ce pas, des lésions de certains vaisseaux par exemple, ok? Qui a lésion des vaisseaux, on va parler parfois de la rougeur. Donc, voilà donc les 4 signes de l'inflammation. Douleur, chaleur, gonflement, rougeur. Maintenant, l'inflammation peut être également due à un élément étranger. Donc, le contact de votre organisme avec un élément étranger peut engendrer une inflammation. Ok? On entre en détail. Vous avez par exemple, comme dans notre contexte où c'est le paludisme, vous faites piquer par la nouvelle femelle. Elle vous inocule qui? Elle vous inocule des plasmodies. Ça peut être des trophozoïdes qu'elle vous inocule, ça peut être des gamétocytes directs qu'elle vous inocule. Tout dépend de ce que ce moustique, ou alors du sang que ce moustique, parce que le moustique va piquer un individu porteur, il va venir inoculer le sang dans ton corps. Ça entre avec tout ce qui peut entrer, n'est-ce pas? Maintenant, les trophozoïdes là, ou alors ces petits parasites là, il va migrer vers une cavité de ton organisme, le plus souvent le foie. Qu'est-ce qui se passe quand il est dans ton foie? Ton foie va commencer à sécréter un marqueur très intéressant, la CRP, ok? Un marqueur qui est très orienté et demandé en profil clinique pour le diagnostic, n'est-ce pas? Le diagnostic présomptif, le suivi et jamais diagnostic de certitude. La CRP est le marqueur crucial qui nous permet d'explorer le degré d'une inflammation qui peut être le plus souvent aiguë ou chronique. Une inflammation aiguë, c'est une inflammation récente sur le temps. C'est-à-dire que dans les 38 à 48 heures après l'infection, ok? Par exemple, parce qu'on a vu précédemment que l'infection peut induire quoi? Une inflammation. Donc, une CRP, dans les 38 à 48 heures, elle réagit à son niveau maximal, à un titre très élevé. On parle d'inflammation aiguë. Maintenant, à contrario, nous avons également des inflammations chroniques.
c'est une inflammation qui est plutôt longue dans le temps et non récente dans le temps. C'est-à-dire que depuis une semaine, 2 semaines, 1 mois, ok, 2 mois, vous avez des signes de malaise. Ok, il existe des marqueurs qui permettent d'explorer une inflammation chronique. Ça veut dire quoi? Une inflammation qui dure depuis dans le temps. Ok, ceci étant dit, nous avons compris par là que l'inflammation peut être physique, n'est-ce pas, biologique, au travers d'une infection qui peut être due à plusieurs types de pathogènes, virus, ok, bactéries, parasites, n'est-ce pas, voilà. Et parfois même, une inflammation peut être provoquée par une réaction d'auto-anticorps, c'est-à-dire que ton organisme réagit, une réaction auto-immune, voilà le terme indiqué. Ton corps réagit contre son propre organisme. Maintenant, à côté de cette induction, nous n'avons pas oublié encore un autre profil qui peut induire une inflammation. On parle ici d'une inflammation alimentaire, le plus souvent non organique. C'est-à-dire quoi? Un repas, ou encore, pour ne même pas dire repas, vous pouvez avoir une intolérance alimentaire, pour être sain. Une intolérance alimentaire peut induire dans votre organisme quoi? Une inflammation. Tu vas dire comment? Justement, beaucoup de praticiens en contexte limité ne pensent pas beaucoup à ce côté-là. Or, c'est vraiment dommage. Une maman peut, le plus souvent, quand on commence, n'est-ce pas, à casser cette phase d'allaitement, pour celles qui arrêtent tôt, anormalement d'abord, pour une personne qui arrête à une bonne période, n'est-ce pas, on parle de 2 ans, 3 ans d'allaitement, quand tu commences à donner l'alimentation de routine, l'enfant peut réagir en fonction des épices. On parle souvent derrière des réactions comment? Allergiques. C'est-à-dire, tu donnes le coq ou les pommes sautées ou un sauté de légumes à la vapeur ou macabo de Penja par exemple. Si vous connaissez Penja, c'est une région du Cameroun. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant réagit à cette nourriture. Vous savez que les végétaux, ces aliments qu'on ingère, contiennent, tous ces aliments-là contiennent des particules antigéniques. Ils contiennent, n'est-ce pas, des marqueurs. Et certains marqueurs présents dans ces épices-là peuvent réagir dans notre organisme. C'est-à-dire quoi? Ton corps considère ça comme un étranger et il réagit contre ça. Il n'accepte pas ça. On parle plus souvent des réactions, une réaction allergique par exemple. Et tenez-vous tranquille. Dans les réactions allergiques, il y a des niveaux et niveaux. Les types 1, type 2, type 3. On ne va pas aborder ça ici. Ok? Donc, vous donnez à manger à l'enfant. Subitement le soir, l'enfant fait de la fièvre. Vous avez à l'hôpital, on fait tous les bilans du contexte. Examen de palu, examen de fièvre, examen pour explorer pour sentir fièvre. Il n'y a pas de particularité. Mais malgré ça, à défaut de réaliser des dosages pour l'exploitation de certains marqueurs liés à l'intolérance alimentaire, non, mais l'antibiothérapie, injustement. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas donner l'antibiotique à l'enfant à la maison brouillée. C'est la raison pour laquelle quand vous allez parfois à l'hôpital, on fait l'examen, après le médecin te dit que maman, l'enfant n'a rien, rentre, tu laves bien ton bébé, tu alimentes bien ton bébé, tu évites certains types d'aliments à donner à l'enfant, ok? Tout va aller bien. Non, tu rentres, tu es inquiète que c'est quel genre de médecin? C'est quel genre d'hôpital ça? Comment je pars à l'hôpital? L'enfant est malade toute la nuit. J'arrive, on fait les bilans, on ne prescrit rien. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas prescrit qu'on a mal fait. On prescrit selon une orientation. Ok? Donc, l'inflammation peut être physique, biologique et parfois même végétale. C'est-à-dire quand je dis alimentaire. Ok? Voilà. Donc, le prochain thème que nous allons expliquer ici, c'est la sepsie. Ok? La sepsie. Ok.
quand je répète sepsie, c'est un terme également très utilisé dans le contexte médical. Et beaucoup, parfois même des étudiants ne comprennent pas exactement ce qu'on est en train de dire. Le médecin va dire, ok, le cas ci, nous avons affaire à une sepsie. Une sepsie veut simplement orienter vers une infection. Vous constatez déjà que ces termes commencent à se lier. Ok? N'hésitez pas à recommencer la vidéo si vous êtes perdu. Parce que ça va se suivre. Et les termes se suivent entre elles. Maintenant, quand on dit ce sujet, après étude de dossier, ce sujet a une sepsie. Ce sujet, non, non, pas une sepsie. Nous avons juste une fatigue générale, ça va aller. Sepsie orientée vers une infection. Maintenant, dans une sepsie, on peut avoir plusieurs types d'infections. On peut avoir des sepsies digestives. Ok? Ça veut dire quoi? L'élément qui cause l'infection se trouve où? Dans la cavité intestinale. On en a tellement parlé. Ça peut être les amibes, ça peut être les salmonelles dans le cas de la typhoïde. Ok? Ça peut être l'Escherichia coli, n'est-ce pas, entérocytopathogène, en cas de dysenterie chez les enfants inférieurs à 2 ans le plus souvent. Ok? Ou tout autre pathogène, n'est-ce pas? Parfois les trichomonas intestinalis et autres pathogènes, les Giardia et tous ces parasites-là. Ça peut être une sepsie orientée, comment? Ça peut être une sepsie orientée, par exemple, vaginale. Ok? Le Neisseria gonorrhea, ok? L'un des pathogènes redoutables qui peut se développer au niveau de la muqueuse ou alors de la cavité vaginale. Voilà. Parce que quand elle y va, elle déséquilibre la flore normale des bébés reins. Ok? On peut également avoir une sepsie d'infection d'orientée nasale, par exemple. Ça, c'est parfois le plus souvent dû au virus. Ça peut être également au niveau des pharynx. Mais ici, on a les virus et quoi? Et les bactéries. Ok? Parce que la plupart des syndromes grippaux sont dus au virus à 70%. Seuls 30% sont orientés au niveau des bactéries, n'est-ce pas? Donc, ceci étant dit, l'orientation d'une sepsie d'infection peut être également définie dans plusieurs cavités de l'organisme. Notre organisme détient plusieurs cavités. Ça peut être une infection au niveau des oreilles, des cavités internes de l'oreille, de la bouche, ok, les cavités intimes, tout ça, n'est-ce pas? Parfois même, on a des infections au niveau de la peau, c'est-à-dire la peau là, la gale, n'est-ce pas? Certains teignes au niveau de la tête et tout, ok? Ou certains champignons le plus souvent qui vont provoquer, n'est-ce pas, la desquamation de la peau un peu de partout là, n'est-ce pas? Il ne faut pas ignorer ce profil-là. Voilà ce qui se présente derrière une sepsie. Et le profil le plus dangereux des sepsies, on parle le plus souvent de septicémie. La septicémie ici présente le développement le plus souvent des bactéries ou dans le sang. Ok, on parle souvent de septicémie bactérienne. Il peut y avoir une septicémie parasitaire, c'est-à-dire que la septicémie n'est pas due au développement, c'est-à-dire qu'une bactérie se développe dans le sang, il y a aussi des virus qui se développent dans le sang. Mais on n'oriente pas souvent ça vers les septicémies, ok? Mais quand on parle de septicémie confirmée là, le plus souvent sont des bactéries. Maintenant, le prochain thème que nous allons développer, c'est l'antiseptique. Mais avant d'aborder l'antiseptique, nous allons parler de l'asepsie. Quand on dit asepsie, ok, il faut que vous compreniez ce terme-là. L'asepsie, simplement parlant ici, on veut
détruire, n'est-ce pas? On veut détruire ou stopper de façon temporaire ou définitive le développement des micro-organismes dans une zone bien définie. OK? En laboratoire, quand on veut effectuer un prélèvement d'un liquide biologique, vous savez, nous avons dit, on parle dans la dimension de l'être humain. Avant de faire un prélèvement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire de l'asepsie au site de ponction, qu'importe le type de prélèvement biologique lié au sang. Et qu'est-ce qu'on utilise pour faire de l'asepsie? Si vous avez compris que l'asepsie, c'est la destruction, n'est-ce pas? Soit on tue de façon définitive, ou alors on ralentit, n'est-ce pas, de façon temporaire ou totale le développement des micro-organismes sur un site. On va créer l'absence, n'est-ce pas, de germes dans une zone. C'est clair? Voilà. Maintenant, pour donc créer l'asepsie, on va utiliser quoi? Un antiseptique. Il faut bien comprendre ça. On veut créer l'asepsie. On doit utiliser quoi? Un antiseptique. De routine, au laboratoire par exemple, nous utilisons, n'est-ce pas, de l'alcool dilué à 70 degrés. Nous utilisons de l'alcool dilué à 70 degrés. Pourquoi à 70 degrés? Simplement parce que le plus souvent, l'alcool arrive en état pur. C'est-à-dire qu'on a souvent l'alcool à 95 degrés et 80 selon la fabrication. Maintenant, pour qu'elle soit plus efficace, c'est-à-dire que la molécule doit pouvoir avoir cette capacité de traverser, n'est-ce pas, les cavités, voilà la structure membranaire de ces particules, le plus souvent bactériennes, n'est-ce pas, ou les petits parasites là, les virus qui peuvent se retrouver sur la peau, ok? Voilà, il faut diluer à 70 degrés pour cette efficacité. Mais nous n'allons pas l'aborder ici, ok? Ok? Donc, comme autre produit synthétique pour créer l'asepsie, par exemple le bloc opératoire. Avant d'opérer, on doit créer de l'asepsie pour éviter de faire traverser quoi? Un germe qui était de l'extérieur ou un germe normal de la peau pour qu'il aille où? À l'intérieur. Et si vous ne faites pas bien l'asepsie au prélèvement, pendant la pose d'un cathéter ou d'une voie, si je peux dire comme ça, avant d'engager une incision en bloc opératoire par exemple, c'est la mort qui va suivre. Vous allez faire passer un germe, par exemple de la muqueuse externe. L'autre peau que vous voyez là, elle regorge de bactéries, n'est-ce pas? Comment ça? Ils y vivent sans causer de problème. Mais en fonction des conditions du milieu, ils peuvent devenir redoutables. Certes, ici ne dérange pas. Mais s'ils se retrouvent ailleurs, ils peuvent vous nuire et dangereusement. Ok? C'est ce dont dit. Comme autre solution synthétique pour créer l'asepsie, nous avons les bétadines, bétadine rouge, bétadine, toutes les couleurs, pour ceux qui connaissent. On ne va pas détailler l'efficacité de chaque type de bétadine, ou alors voir même la solution des daquins, ok? Et en fonction du milieu où on se trouve, on crée l'asepsie avec des types de molécules. Là, on parle de la dimension de l'être humain. Mais quand on est par exemple dans une situation où on veut peut-être décontaminer, peut-être un service, on veut décontaminer une formation sanitaire en entière, ou bien on veut décontaminer une passe, par exemple, comme là au laboratoire, il y a une autre solution qu'on va utiliser. Là, maintenant, on doit faire une désinfection. Là, ce n'est plus la dimension de l'être humain. Ok, voilà. Le plus souvent, on utilise le chlore ou l'eau de javel. Dilué à combien? Dilué à combien? 0,5% pour les surfaces. Et si tu veux travailler sur la peau, si tu utilises le chlore, si tu veux utiliser le chlore pour faire l'asepsie sur ta peau, c'est 0,05%. Pourquoi?
Si vous ne le faites pas ainsi, si vous ne faites pas cette dilution ainsi, vous risquez, n'est-ce pas, d'esquamer votre peau, de constater qu'il y aura de la desquamation. Votre peau va commencer à quitter. Un peu comme ici, là, sur mon doigt, vous n'allez pas voir. Mais un peu comme ici, hein, la peau va commencer à quitter un peu. Ok, ça serait un peu comme si vous êtes plumé, n'est-ce pas? N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous constatez que j'ai, n'est-ce pas, donné peut-être une concentration qui n'allait pas, ça peut arriver, ok? Vous mettez en commentaire et puis c'est pas grave, ça peut arriver, mais le plus souvent nous avons des manuels. Respectez les indications et concentrations de vos manuels de sécurité et biosécurité. D'accord? Ok. Nous avons donc compris c'est quoi une infection. Nous avons vu c'est quoi une inflammation. Nous avons compris c'est quoi la sepsie. Nous avons également compris c'est quoi l'asepsie. Nous avons compris c'est quoi un antiseptique. Maintenant, vous allez comprendre c'est quoi une infestation. Il n'est pas très employé, mais le terme infestation est celui qui est le mieux indiqué en service de parasitologie et en service de médecine en général pour présenter une présence d'un parasite. Quand vous avez été contaminé par un parasite, une cavité de votre organisme a été contaminée par un parasite qui s'est développé là-bas, en lieu et place des germes normalement présents et qui causent des dommages à votre organisme, on parle de quoi? Infestation parasitaire. Ok? Si le médecin te dit, le patient a une infestation, lui il a une infection. Ok? Infestation, c'est la contamination d'une cavité, n'est-ce pas, ou d'une muqueuse de l'organisme, voire même une couche de l'organisme, le plus souvent la peau, par quoi? Un parasite. On peut être infesté par la gale, les champignons, dermatophytes, ok? Par exemple, le trichomonas vaginalis, intestinalis, les amibes, et plein d'autres parasites, ok? Voilà ainsi 6 termes médicaux très utilisés. Vous avez compris là que tous ces termes sont liés. Et le terme majeur que vous devez bien comprendre, c'est l'inflammation. Une inflammation peut lier tous les autres termes. L'inflammation peut être à l'origine d'une infection. Une infestation, je vais être encore plus clair, c'est-à-dire une infection provoque une inflammation. Un accident physique, ça peut être biologique, peut provoquer une inflammation. Une sepsie peut provoquer une inflammation. Une absence, ok? C'est-à-dire qu'il y a absence d'asepsie appropriée. On n'a pas bien décontaminé. On n'a pas bien aseptisé le site de ponction, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Les germes normalement présents font comment? En cas de problème, ils traversent la muqueuse. Ok? Quand ils traversent, il y a quoi? Il y a une inflammation. Il y a une inflammation qui va commencer. L'inflammation, nous l'avons vu, c'est également le processus réactionnel de l'organisme face à quoi? Un élément étranger. Ok? Oui, on parle d'inflammation. N'est-ce pas? Si la guêpe vous pique par exemple, il va inoculer son petit venin à l'intérieur de ton derme, de la peau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une inflammation. L'inflammation est un mécanisme de défense, le plus souvent même naturel de l'organisme face à une intrusion, face à un choc, face à une situation. Ok? Voilà. Et c'est caractérisé par 4 signes majeurs physiquement. Ok? C'est étant dit, et le manque ou l'utilisation d'un antiseptique, une mauvaise utilisation d'un antiseptique va engendrer quoi? Une inflammation. Ok? Donc, par cette vidéo, je pense que vous avez suffisamment compris l'importance de maîtriser ces 6 thèmes. Et il existe comme ça
un grand nombre de termes. On va vous parler d'antibiotiques, d'antifongiques, d'antalgiques, d'antipyrétiques et tant d'autres termes médicaux que vous devez maîtriser pour être à même de pouvoir interpréter et comprendre le profil biologique des patients pour toi qui est en formation. N'hésite pas à mettre en commentaire des orientations dans la mesure où j'ai peut-être, il peut arriver que j'ai, entre guillemets, donné un terme qui n'était pas approprié. Mettez des suggestions et orientations en commentaire, ok, c'est pas grave, on pourra faire des vidéos ultérieures pour améliorer. Ceci étant dit, nous avons ainsi achevé. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un prochain contenu.